Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre conférence du mois, on va dire ça comme ça, parce que maintenant on a pris l'habitude de vous voir et de vous avoir et de parler avec vous tous les mois. Donc on va directement commencer cette séance et cette séquence. Vous verrez qu'on a de nombreux invités qui vont parler aussi, nous donner un peu leur vision. Mais d'abord, j'ai envie de poser la première question à Jean-Pierre. Et c'est une question inhabituelle. J'ai envie de te dire, si on avait fait cette visioconférence il y a une semaine, qu'est-ce que tu nous aurais dit? Ah, je vous aurais dit, on voit la sortie du tunnel, ou on voit la lumière au bout du tunnel. Ça y est, enfin, tout s'éclaire, ça va redémarrer. On sent que les Français ont des fourmis dans les jambes, qu'ils ont des envies d'évasion dans la tête. Enfin, tout va bien, tout marche. Et puis, vous m'auriez dit, ah ouais, t'es sûr? Tu m'aurais dit, t'es sûr? J'aurais dit, oui, c'est confirmé, tout ça est confirmé. Quand on regarde les demandes de visa... Alors attends, je peux essayer d'enlever le micro. Notre partenaire Rapid Visa, on constate qu'il y a une multiplication par 5 au mois de décembre par rapport à novembre des visas à destination de la Tanzanie, par 2 à destination du Kenya ou de l'Égypte. Donc on sent qu'il y a un engouement. Si on regarde de la même façon les requêtes faites en matière de voyage sur Google, c'est qu'on mesure tous les mois, plusieurs fois par mois d'ailleurs, l'évolution des requêtes Google. On constate une évolution très forte des requêtes à destination de la Grèce, de la Crète, du Sénégal, de la Turquie, de la Corse pour le long courrier, de Dubaï, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, bien évidemment. Donc, tout ça était des signes positifs. Et puis, quand on demande à notre partenaire Air France comment se comporte le marché, il nous disait le mois de décembre a été un mois où la reprise était très nettement marquée, même si elle s'affaiblissait un peu sur la deuxième semaine des vacances scolaires. On a constaté au mois de décembre et au mois de janvier une très forte reprise dans le secteur du loisir, des agences physiques par rapport aux agences en ligne. Donc il y a une inversion de marché, alors que les agences en ligne avaient pris des parts de marché extrêmement importantes pendant toute la période Covid. Là, on assistait à cette inversion. Donc, j'ai envie de dire, tous les voyants pouvaient être au vert ou annoncer le vert pour bientôt. Et aujourd'hui, on est en train... Oui, France, j'ai fait. Excuse-moi, j'étais... alors, il faut parler un peu fort, je crois, qu'on nous dit, donc on le fait. On s'est équipé là, on s'est équipé de façon vidéo un peu plus professionnelle. Et voilà, on est en train de caler le son. Et alors justement, cette ambiance, on va dire, un peu de reprise avec les chiffres que tu nous as donnés, elle s'accompagnait de quoi en termes d'annonce des aides? En matière d'aide, j'avais toujours la semaine dernière, j'avais une opinion, et on partageait, Valérie, tous les deux, une opinion un peu nuancée sur les aides, avec des aspects assez négatifs. On a des problèmes de déblocage des PGE, de la seconde partie des PGE. Les banquiers ont blacklisté notre secteur, et ça, on le ressentait très, très clairement. On a fait intervenir le ministre du Tourisme dans ce domaine-là. Pour l'instant, on n'a pas eu de résultat à cette intervention. Donc ça, c'est un point négatif. Mais il y avait des points positifs. D'abord, sur le PGE, le fait que le début du remboursement était repoussé d'1 an, le fait qu'on avait obtenu le prolongement de l'activité partielle aux mêmes conditions que précédemment, avec une prise en charge de 100% des indemnités versées aux collaborateurs, aux salariés. On avait également, dans les points positifs, le fonds de solidarité considérablement amélioré pour le mois de décembre, avec une prise en charge de 20% du chiffre d'affaires si la perte était supérieure à 70% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, des éléments... Excusez-nous, on a un problème, on n'entend pas bien, donc il faut qu'on parle beaucoup plus fort. Dites-nous si on nous entend là. Non, merci pour votre patience. Nous reprenons sur le fonds de solidarité. Jean-Pierre vous disait qu'on avait obtenu un fonds de solidarité pour décembre et pour janvier, on va en parler. Pour décembre, le top est ouvert. Vous avez pu, si vous avez fait les démarches, vous connecter ce week-end pour obtenir ce fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, donc, activé sur votre espace personnel
Je vous rappelle qu'il est donc plafonné à 200 000 €. On ne revient pas sur les détails puisqu'on l'a dit. Et ce fonds de solidarité, donc, si vous ne l'avez pas encore sollicité, on vous recommande de le faire puisque c'est ouvert pour tout le monde. Voilà, dans les choses que l'on avait obtenues, on peut ajouter le report au 7 mars de la période au cours de laquelle nos collaborateurs devaient prendre leurs congés payés, leurs 10 jours de congés payés, afin d'obtenir justement cette prise en charge par l'État des 10 jours de congés payés. Les congés payés, c'est 10 jours pris en charge par l'État. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est repoussé au 7 mars, comme on l'a dit. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra là-dessus et les décrets sont en cours, ou sont parus pour certains. Mais en tout cas, vraiment, les 140 jours fermés, ça ne paraît pas la bonne option. Donc 90% de baisse de chiffre en fonction des mois et vous avez droit à cette prise en charge. Et l'exonération des charges sociales patronales, elle est acquise, elle est également, pour le mois de décembre et pour le mois de janvier, pour les entreprises de moins de 250 salariés, dans la mesure où le chiffre d'affaires est en baisse de 50% par rapport au mois de décembre et janvier de l'an dernier. Alors, voilà, ça c'est la situation à la fin de la semaine dernière. Il faut le dire, on a vraiment reçu, on va vous être tous sur la jeudi dernier avec les annonces du Premier ministre et ce week-end avec les annonces de limitation, d'évolution et de circulation. Jean-Pierre va revenir sur ces annonces, effectivement, qui ont jeté un froid et qui changent la donne aujourd'hui. La douche froide, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait vraiment pas. Nos gouvernants sont imprévisibles, il n'y a aucune mesure d'anticipation, aucune mesure de collaboration, de concertation. Ça tombe le jeudi soir et on avait l'impression, en discutant le jeudi matin avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui n'était pas au courant, qui ne savait pas ce qui allait être dit par le Premier ministre le jeudi soir. Donc Valérie l'a évoqué, l'isolement de 7 jours au retour d'un voyage à l'étranger, c'est pas concevable, c'est pas compatible, pardon, avec les vacances. Et le discours de Jean-Yves Le Drian, qui a certainement fait ses études chez les jésuites et qui écrit « Les déplacements internationaux sont déconseillés totalement et strictement ». En français, il y a un mot pour dire ça, c'est interdit. Il n'ose pas utiliser le mot parce que les conséquences de l'interdiction des déplacements internationaux seraient extrêmement importantes. Donc, déconseillé strictement et totalement, c'est une ambiguïté qui ne donne pas de base juridique à la possibilité d'annulation de voyage. C'est un vrai problème et une attitude particulièrement ambiguë de la part du gouvernement. Donc, je le disais, pas d'anticipation, pas de concertation. Et puis des contradictions, on nous dit qu'il faut être confiné 7 jours quand on vient de l'étranger et faire un test PCR. Ça veut dire que le gouvernement ne croit pas à la fiabilité, à la validité des tests PCR, ce qui également pose un problème sur les comportements gouvernementaux par rapport aux avancées scientifiques. Donc on est dans une situation qui est devenue extrêmement compliquée, qui nous empêche de travailler. Alors, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la douche froide du week-end. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos combats sur le temps des élèves? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On relève les manches et on se bat. On se bat. Comment on fait? On a déjà, la bataille a déjà commencé. Hein. L'activité partielle à 100%, c'est quelque chose dont nous estimons qu'elle doit durer tout le temps qui sera nécessaire. Et pour reprendre les propos du Premier ministre, du Président de la République, coûte que coûte. Alors, coûte que coûte, ça veut dire que on a réussi à avoir une évolution depuis ce week-end. Donc, on vous fait part des évolutions extrêmement récentes sur ce point, qui viendront être confirmées par un texte. Mais on peut vous dire qu'il y aura, au-delà de janvier et février, donc pour la prise en charge à 100% de cette activité partielle, certainement, très très certainement, une continuation de cette prise en charge à 100%. Pour les mois de mars à juin, à condition très certainement d'avoir un critère de baisse d'activité, ce qui est nouveau, c'est-à-dire le critère d'avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires. Donc, la première information qu'on vous donne, importante de nouvelle, et qui va venir être confirmée par des textes, mais c'est des choses qui nous ont été confirmées, c'est donc que cette prise en charge à 100%, et on sait que c'est très important pour vous, elle sera sûrement suivie de mars à juin,
à condition d'avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de condition de perte de chiffre d'affaires pour janvier et février. Si ça n'est pas le cas, il y aura malgré tout une prise en charge, mais à 85%. Et la rémunération du collaborateur, comme tu l'as dit, restera à 70%. On le redit. 70, elle restera à 70% de son salaire brut. Tout à fait. Voilà, alors, ça c'est pour l'activité partielle. Pour le fonds de solidarité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a obtenu un fonds de solidarité très largement amélioré pour le mois de décembre, 20% du chiffre d'affaires, pour faire simple. La même chose pour le mois de janvier, et on obtiendra la même chose pour le mois de février. Donc là aussi, c'est une avancée, déjà une avancée positive, même si elle n'a pas un caractère officiel pour le moment. On a obtenu également des aides supplémentaires qui consistent à prendre en charge les coûts fixes des entreprises pour les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur, le chiffre d'affaires mensuel est supérieur à 1 million d'euros. Et le gouvernement s'est engagé à prendre en charge 70% de ces coûts fixes du mois de janvier au mois de juin. Notre demande aujourd'hui, c'est que cette prise en charge ne soit pas au-dessus du seuil de chiffre d'affaires mensuel de 1 million d'euros, mais soit étendue à toutes les entreprises. Prise en charge des coûts fixes des entreprises. Voilà, les coûts fixes, si je peux juste un peu ajouter, c'est une notion, une définition européenne. En fait, c'est tout ce qui n'est pas quelque chose de variable et qui n'a pas une recette inscrite en face. C'est le loyer, c'est vos abonnements. Voilà, les abonnements, ça va de la photocopieuse aux abonnements Internet, etc. Donc, ces coûts-là vont pouvoir être pris en charge à hauteur de 70%, avec un dispositif, on me le dit là, qui sera certainement un dispositif où on demandera aussi à la DGFiP, donc impôts.gouv, pour demander les entrées. Il n'est pas encore mis en place ce dispositif de demande. Dès que, évidemment, c'est le cas, on vous fera part des informations, mais c'est quand même un complément important par rapport au fonds de solidarité. Alors, on demande dans le même esprit la poursuite de la prise en charge des charges sociales patronales, du remboursement, enfin du non-paiement des charges sociales patronales, tant que la situation sera telle qu'elle est pour notre secteur. Voilà, et on a eu l'information que ce serait le cas pour le mois de février aussi, donc on vous donne cette information. Et enfin, la poursuite de la prise en charge des droits à congés payés ouverts pendant les périodes de chômage partiel, d'activité partielle, comme ça vient de se faire sur 10 jours pour le mois de janvier. Au mois de janvier, on demande que cette opération soit renouvelée pour les mois à venir, sans qu'il y ait cette notion qui limite un petit peu cette prise en charge, notion d'accueil du public. On demande que ce soit renouvelé sans restriction. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème sur ce point-là, c'est que la notion de prise en charge limite l'aide aux entreprises qui accueillent, qui, dans leur activité principale, implique un accueil du public. Donc ça fait une distorsion quand même entre ceux qui vendent à distance et ceux qui ne vendent pas à distance. Et concernant juste les exonérations de charges, notre demande, elle est vraiment de supprimer ce plafond, ce seuil des 250 salariés. Donc on a une action pour les petites entreprises sur des aides qui sont dédiées aux grandes, on essaie de l'avoir pour les petites. Et inversement, pour les actions qui flèchent les grandes entreprises, on essaie aussi de l'avoir pour les petites. Voilà, et puis dernier point, on sait qu'il y a des trous dans la raquette, on sait que la situation des travailleurs non salariés n'est pas bien traitée. Notre objectif, c'est de combler ces trous dans la raquette. On est très vigilants dans ce domaine-là. Voilà, et notamment les travailleurs non salariés. On sait qu'on a beaucoup de questions sur les travailleurs non salariés qui ne rentrent pas en fait dans les dispositifs, et notamment des demandes qui sont adressées à l'URSSAF. Ceux qui nous écoutent et qui sont concernés reconnaîtront ces questions. Nous n'avons pas de réponse encore, mais on les fait remonter, et on a rendez-vous avec le cabinet d'Elisabeth Borne jeudi. Et donc on va poser ces questions-là concrètement pour avoir des réponses concrètes, ce qu'on n'a pas eu pour le moment. Maintenant, je pense on va demander à René Marc de prendre la parole. Oui, alors on travaille en parfaite harmonie avec le CETO. Tout ce travail, on ne le fait pas seul, on le fait avec le CETO notamment, et ça se passe parfaitement bien. Aujourd'hui, le syndicat des tours opérateurs doit éclaircir, et je vais demander à René Marc d'éclaircir la position des tours opérateurs lorsqu'un voyageur dit, dans les circonstances actuelles, je ne peux pas partir parce que j'ai un confinement, un isolement obligatoire au retour, qui n'était pas prévu lorsque j'ai réservé mon voyage. Et si je vais dans les départements d'outre-mer, j'ai non seulement un isolement au retour, mais également un isolement à l'aller. C'est-à-dire que pour une semaine
de vacances en Martinique, il me faut prendre 3 semaines de non-activité pour une seule semaine de vacances. Donc, vous le savez, vous le vivez quotidiennement dans vos entreprises, les passagers annulent leurs vacances. René Marc, comment ça se passe? Alors, on a donc publié, bon, bonjour à tous, meilleurs vœux, et puis effectivement, donc on a publié jusqu'au 29 janvier une instruction sur les reports où on propose aux clients de reporter sans frais les voyages dans le temps ou sur une autre destination, etc. En ce qui concerne les clients qui ne souhaitent pas reporter, on applique les frais réels. Donc ça, c'est la position qu'on a adoptée rapidement. Et on sait que, par exemple, pour le cas des Antilles, les compagnies aériennes, il faut le reconnaître, ce qui a été quand même notre grand problème pendant tout le Covid, ont décidé de surseoir au paiement des billets ou de donner la capacité de rembourser le billet ou de le décaler en ce qui concerne les compagnies, bien sûr, aériennes françaises, Air Caraïbes, Air France, Corsair et autres. Donc ça va nous aider aussi à la négociation dans les prochains jours avec les autres compagnies. Ce qui se passe, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'informations dans tous les sens qui remontent. Des fois, on se fait avoir par l'information, etc. Alors, ce qui s'est passé aux Antilles, en Martinique, par exemple, ça a été un préfet qui décide, sans décider, mais sans l'écrire, qui préférerait pas voir de touristes. Donc, quelque part, il demande à ce qu'il n'y ait pas de confrontation entre touristes d'un hôtel et d'un autre hôtel. Donc ça, il faut vraiment considérer que jeudi, au moment de la déclaration du Premier ministre, il y avait une zone d'ombre qui était les Antilles, qui a été volontaire, qui s'est clarifié que vendredi et samedi, ça ne nous a absolument pas aidé. Il y a encore une autre zone d'ombre qui est sur la Réunion. Donc, ce week-end, beaucoup de clients sont partis et ils avaient envie de partir. Et c'est vrai ce que disaient Valérie et Jean-Pierre. Aujourd'hui, on a des clients qui veulent voyager. Donc, ça nous remonte le moral par rapport à la capacité de redémarrage du loisir. Bon, ça ne sera pas comme les restaurants. Le jour où on repart, ce n'est pas 100% d'occupation. Hein. Donc, on va en discuter. Et c'est vrai que dans nos discussions qu'on a avec le gouvernement, on essaye d'expliquer cette profession qui est quand même très particulière, qui est la nôtre, et qu'ils comprennent bien, parce que sinon, ils vont nous associer du jour au lendemain à un redémarrage immédiat. Il sera progressif. Donc, on a cette particularité. Mais on a au moins l'avantage de dire que sur la zone de loisirs, on aura un redémarrage plus vite, bien plus vite que sur la zone affaires. D'ailleurs, c'est ce que disait ce matin dans une interview sur Europe 1 de Sébastien Bazin du groupe Accor, où il est plus optimiste pour ces hôtels de loisirs que pour ces hôtels d'affaires, et compte tenu particulièrement des nouveaux comportements sur la visio. Donc voilà où on en est. Juste un mot, effectivement, on est en concertation, il n'y a pas l'épaisseur d'un trait entre nous, on travaille. Il y a Hervé Tillemont qui est en backup avec Valérie en permanence, il faut le dire, hein, parce que ce qui est dur, c'est de répondre à vos questions, et ce qui est encore plus dur, c'est de comprendre le sens de la mesure. On a vu des propos tenus dans les différentes conférences de presse. D'ailleurs, on a une hantise de la conférence de presse Premier ministre ou quoi que ce soit, et derrière des décrets qui ne ressemblaient pas à ce qui était dit. Bon, et donc, il faut refaire le siège des ministères, repasser des informations, et ça, c'est quand même pas facile pour vous, pour tous les acteurs, mais pas facile pour nous non plus, quoi. Voilà, donc je ne vais pas être très long parce que sinon je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent intervenir avec beaucoup de sujets. Moi, ça me faisait plaisir d'être là avec vous. Et puis, restons positifs. Je pense qu'on va vivre encore 6 mois difficiles et on sera soutenu et on va se battre pour qu'on soit soutenu. Mais franchement, dans la partie loisirs, je pense qu'on aura un redémarrage qu'on a connu en décembre très rapidement pour cet été. Merci René Marc. Valérie, je crois qu'il y avait un certain nombre de questions sur les mesures d'aide. On en prend 2 ou 3 ? Oui, alors j'ai vu des questions s'inscrire. Simplement, je reviens peut-être sur des choses qu'on a dites ou pas assez clairement. La prise en charge des coûts fixes. Il y a eu plusieurs questions sur quelle période était concernée, etc. Donc, cette prise en charge des coûts fixes
Ce sera une prise en charge sur les mois de janvier à juin. Pour le moment, c'est ça qui est prévu. Et je vous rappelle donc que cette prise en charge des coûts fixes sera plafonnée à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros pour, oui, 2021, bien sûr. 2021, janvier, puisque c'est une nouvelle mesure, janvier donc à juin 2021. Cette aide est plafonnée à 3 millions d'euros. Voilà, donc il faut le savoir. Et sur le fonds de solidarité est plafonné à 800 000 euros par an. Donc en tout, entre maintenant et la fin du mois de juin, vous avez une aide, si on accumule ce que vous avez eu depuis le début de la crise pour le fonds de solidarité et jusqu'à la fin juin, on va dire 3,8 millions d'aides possibles. Ça, c'est un plafond européen. Il y a une autre question. Oui, sur les références de chiffre d'affaires pour les mois de janvier et février. Quand on vous demande de vous référer au chiffre d'affaires de l'année précédente, vous aurez le choix entre 2020, le chiffre d'affaires de 2020, ou celui de 2019. Non seulement pour les mois de janvier et février, mais bien évidemment pour les mois suivants. Si vous vous référez au chiffre d'affaires de 2020 pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pardon, vous n'obtiendrez pas grand-chose. Donc il y aura le choix entre 2019 et 2020. C'est ça. Il y a une autre question qui ne concerne pas les aides qui a été posée, c'est les compagnies aériennes, leur politique de remboursement ou pas, là, notamment sur les Antilles. Alors sur les Antilles et la Réunion, les compagnies françaises aujourd'hui sont rentrées dans une stratégie, une politique de remboursement facilité pour les départs qui ne sont pas réalisés du fait de l'obligation d'isolement, non seulement à l'arrivée dans les départements d'outre-mer, mais au retour en métropole. Et on est en train de mettre la pression pour obtenir cette politique de remboursement facilité. En revanche, pour les voyages hors département d'outre-mer et avec des compagnies étrangères, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de voir d'autres questions. On continue, il y avait beaucoup de questions dans les questions préalables qui nous ont été envoyées par les adhérents sur les fonds de solidarité, mais je crois qu'on a répondu. Sur un peu toutes les aides. Là, je vois une autre question sur les charges fixes. Il n'y a pas de condition de perte de chiffre d'affaires pour cette aide sur les charges fixes. Vraiment, la condition pour le moment, c'est faire au moins 1 million de CA mensuels. Et nous travaillons évidemment, mais il y a l'engagement de Bruno Le Maire, il l'a même écrit, de travailler sur un dispositif de la même sorte pour les entreprises qui font moins d'1 million d'euros. Donc, on devrait rapidement avancer. Et dès qu'on aura des avancées, on vous en tiendra informé. Voilà. Donc, moi, je reviens sur ce qu'on voulait partager avec vous et on prendra des questions ensuite, si on peut. On entend des voix un petit peu de certaines entreprises ou une certaine partie de la profession qui nous pousse à dire on veut absolument être fermé administrativement. Voilà, il faut qu'on soit fermé administrativement. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Jean-Pierre? Alors, je vais donner mon sentiment personnel là-dessus. Je pense que demander une fermeture administrative serait une erreur. Les secteurs qui sont fermés administrativement, ce sont les secteurs qui font courir un risque à leurs clients du fait de leur présence. Vous n'avez pas vu le son? Non. Non, mais il faut parler plus fort. Je crie déjà. Ouais, donc, les secteurs qui font courir un risque à leurs clients, je pense aux discothèques, aux restaurants, risque estimé par les pouvoirs publics, aux restaurants, sont fermés administrativement. Nous, on ne peut pas demander cette fermeture administrative, nous ne faisons pas courir de risque à nos clients. Par ailleurs, si on était fermé administrativement, cela nous contraindrait à fermer nos agences de voyage pour ceux qui ont des agences de voyage physiques. Ce qui quand même créerait un problème et une distorsion de concurrence, puisqu'à côté de nous, à côté d'eux plutôt, les agences de voyage en ligne, les plateformes, les sites des compagnies aériennes, la SNCF continuer à rester ouverts et à exercer leur activité. Donc cette demande de fermeture administrative n'est pas une bonne piste. En revanche, ce que nous faisons, c'est nous faisons constater au gouvernement que nous sommes fermés géopolitiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager et qu'il faut en tirer les conclusions en donnant à notre secteur le même niveau d'aide
qu'aux entreprises fermées administrativement. C'est pour ça que l'on est dans le secteur SE1, dans la catégorie SE1, dans laquelle on est bien, il n'y a pas de changement, c'est fixe, c'est ferme, et on veut le même niveau d'aide que les entreprises fermées administrativement. Alors, je vais juste faire une petite pause là par rapport aux questions qui sont posées. On te demande de repréciser la définition du CA. Et avant que tu le fasses, si tu veux bien, je veux dire à tout le monde, puisque je vois que vous nous dites parler dans le micro, il n'y a pas de micro, etc. Alors, encore une fois, on inaugure un matériel aujourd'hui, on va parler plus fort, le micro est en haut en fait. On sait que la salle résonne, parce qu'il y a tous ces messages qui arrivent, c'est juste pour dire qu'on les entend et on voit bien. Donc on va essayer de parler plus fort, et il n'y a pas de micro devant nous, parce qu'il y a un grand micro sur notre côté, mais certainement un peu trop loin et un peu trop haut, donc on réglera ça pour la fois prochaine. Donc on va se tourner un peu vers ce micro-là quand on va parler. Voilà. Donc Jean-Pierre, alors la définition, oui, nous dire le CA. La définition du chiffre d'affaires, j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous de votre expert comptable pour connaître votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, lorsque vous avez des activités de distribution, ce sont les marges, les commissions et les marges de ces activités de distribution. Et lorsque vous avez une activité de production, c'est la facturation au client. Donc c'est un cumul de deux éléments qui sont totalement hybrides, qui ne se ressemblent pas. En première page de votre bilan, si votre bilan est bien fait, vous avez la déclaration, la mention du chiffre d'affaires annuel de 2019. Donc c'est à ce chiffre d'affaires qu'il faut vous référer. Et chaque mois, la référence au chiffre d'affaires, ce peut être soit le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, soit la moyenne des 12 mois de l'année précédente, c'est-à-dire 2019. J'espère que je suis clair. Le chiffre d'affaires, ça ne s'invente pas, ce n'est pas le volume d'affaires. Ne trafiquez pas vos déclarations de chiffre d'affaires, parce que si vous vous faites attraper, vous allez perdre l'accès à toutes les aides, toutes, systématiquement. Donc, il faut quand même être très vigilant. Voilà. Là, je pense que c'est clair, mais c'est vrai que c'est une question qui revient vraiment, évidemment, fréquemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a une aide qui est... Merci, donc c'est très clair, il paraît. Non. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a une aide qui est assise et qui dépend de la déclaration du chiffre d'affaires, soit on a tendance à prendre des commissions, soit on a tendance à vouloir prendre la valeur, le volume d'affaires. Il faut être constant et c'est vraiment un gage d'être dans la bonne foi si jamais même vous vous trompez sur quelque chose. Alors, sur ces points-là, je pense qu'on a fait le tour. Je sais bien qu'il y a beaucoup de questions sur les aides. Vraiment, n'hésitez pas, je crois qu'on y répond. On a toute une équipe, je prends 2 secondes pour rappeler qu'on a une équipe à votre service, qu'on est là. Et puis, vous verrez qu'entre-temps, j'espère que le son est meilleur parce que Boris Ravenberg, qui est à côté de moi, qui interviendra après, a baissé le micro, l'énorme micro qu'on a. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Voilà. La technique est assurée par Boris Ravenberg. Moi, je suis transparente. Voilà, je vous raconte le back-office. Il vaut mieux avoir un peu de sourire parce qu'on est tellement content d'avoir un nouveau matériel. Et voilà, on fait comme on peut, on essuie les plates. Ça s'appelle comme ça. Alors, maintenant, je vais me tourner vers nos partenaires et surtout, on est passé des aides et un petit peu de cette douche froide et des aides qui sont vitales et on voudrait demander à nos partenaires de nous donner un petit peu l'image et le son de ce qui se passe sur les marchés internationaux. Donc, on a 2 partenaires avec nous qui vont intervenir. D'abord, Brindis, je vais me passer de ton nom de famille, je suis désolée. C'est un nom de volteur, Brindis. Voilà, alors vraiment j'ai bien fait et désolé mais on est assez proche pour savoir que tu ne le sauras pas. Et ensuite Bertrand Coué, là ça va à peu près pour prononcer son nom. Donc d'abord Brindis, si tu veux bien, donc la directrice d'APG France, si tu veux bien nous dire, vu de la fenêtre d'APG, comment se passe le marché international. Oui. Un mot préalablement, qu'est-ce que c'est APG? Oui, voilà. Voilà. Il a prévu de Je vous expliquer tout ça. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous. APG ou Air Promotion Group, c'est la plus ancienne GSA en France et qui a été créée il y a presque 40 ans par Jean-Louis Barrault. C'est aussi la première GSA à être ouverte au PSP pour la billetterie. On a un réseau, APG Network, qui est aujourd'hui le premier réseau mondial au niveau de représentation de compagnies aériennes. Donc, notre expertise consiste à commercialiser et distribuer nos compagnies aériennes qui ont auprès des professionnels du tourisme. Donc, nous offrons également plusieurs produits et outils pour réduire les coûts et augmenter les revenus des compagnies, mais ça sera beaucoup trop long si je me rentrais là-dedans aujourd'hui. Au niveau de notre réseau, nous comptons aujourd'hui 110 bureaux. Donc, on a fait une réponse d'initiative
dans la chambre de commerce, en fait, il faut qu'on recrée une autre structure. C'est bon. Ah bah voilà, ça y est, on est rendu. On entretient également une relation commerciale avec plus de 250 compagnies donc aériennes dans le monde. Dont APG France, dont je suis directrice, est située dans les locaux de siège d'APG, qui est sur les Champs-Élysées. Là, nous avons une équipe commerciale et communication presse et également un centre d'appel et helpdesk, ainsi qu'un comptoir d'accueil client qui est ouvert. Nous avons à Marseille un bureau de vente et back-office aussi depuis un peu plus d'1 an, donc ça fait environ 34 personnes. Oui, bien sûr. Au niveau de notre réseau. Bon, je t'embrasse. Ciao, ciao. Vas-y, Brindis, continue. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Il faut que tu parles plus fort. Je parle assez fort là. Au niveau de. Tu m'as demandé, Valérie, de parler un peu au niveau de vision internationale par rapport à notre réseau, parce qu'avec 110 bureaux dans le monde, on peut le dire assez facilement, tous nos bureaux tiennent le coup, malgré que le fait qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas en mesure de fournir les aides, comme en France. On a quand même beaucoup de chance en France, dans votre sens. Et dans tous les pays, c'est la même chose. On continue à répondre aux questions et maintenant de la distribution ou les clients directs. Donc, c'est un peu pareil partout. On constate un léger éclairci au niveau de la Chine depuis plusieurs semaines et également dans certains pays d'Afrique. Au niveau du réseau, au niveau de nous, au niveau de l'équipe APG, on prévoit de commencer nos regional trainings, c'est-à-dire de se retrouver au niveau des régions. Et on a besoin de se retrouver, quoi, en fait, comme une famille. Et pour être au complet, on attend quand même notre APG World Connect en novembre à Monaco. Après, au niveau d'activité des compagnies, je prends un peu par des exemples sur les régions par rapport à les continents. Nous représentons aujourd'hui en France 23 compagnies aériennes sur le marché français. Pour commencer par Europe, évidemment, nous avons vu une chute énorme en avril qui s'était un peu améliorée pendant l'été et à nouveau en chute en septembre qui continue donc à baisser. Donc, ce n'est pas très joyeux. Les compagnies qui avaient des vols directs, donc nos compagnies online, comme on les appelle, comme Air Baltic par exemple, une compagnie qui est très solide, mais qui a réagi très vite avec les licenciements et les restructurations en interne, ainsi que vente d'avions pour pouvoir tenir. Et ils ont dû arrêter les vols, ils sont repris à un moment, mais vu que les Français sont interdits dans les pays baltes, ils ont dû arrêter à nouveau. Les vols en Scandinavie, par exemple par Atlantic Airways, totalement en arrêt depuis le début, donc plus rien. ASL, une compagnie française qu'on représente, a été très affectée par les fermetures en Afrique du Nord et les changements constants dans les règles au niveau de frontaliers. Donc, ils ont dû annuler malheureusement beaucoup de leurs vols. Donc, au global, pour Europe, c'est entre 45 et 90% de baisse qu'on peut constater. Maintenant, par rapport à l'Asie, certaines compagnies sont concentrées plus sur les vols domestiques, et la plupart, justement, et aussi grâce à la clientèle ethnique et les rapatriements que certaines compagnies ont bien tenus. Il y a eu toute une chute au début, mais depuis septembre, on voit quand même une petite reprise, et depuis l'automne maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Les voyages d'affaires ne sont pas reprises, mais les voyages même marins ne sont jamais arrêtés, par exemple, et certaines compagnies vivent beaucoup là-dessus. Et par exemple, comme la compagnie Air Astana que nous représentons, ils ont dû annuler les vols à Paris, mais ils sont misés sur Francfort et ils ont fait justement les partenariats avec Lufthansa, qui a fait qu'ils ont limité beaucoup de leurs dégâts, et ils ont aussi créé une sorte de compagnie low cost où ils sont maintenant
à 90% de taux de remplissage, qui aide quand même beaucoup. Par rapport à, par exemple, notre compagnie Vistara indienne qui devait se lancer là au mois de mai en 2020, a dû évidemment prévoir d'arrêter tout ça. Et ils sont concentrés sur les vols de rapatriement. Ils ont quand même continué à ouvrir des destinations comme Doha, Londres et Francfort. Et ils prévoient à partir de mars de lancer Paris. Donc, à partir de mars. Les Indiens sont très optimistes. D'accord. Par contre, les compagnies en île Pacifique, la plupart des îles sont totalement fermées. Donc, du coup, l'activité est uniquement domestique. Maintenant, à l'Afrique, on a une grande compagnie africaine, Ethiopian Airlines, donc on représente avec les vols quotidiens de Paris et d'octroi de Marseille. C'est la seule compagnie qui a jamais arrêté de voler, mais jamais. Ils ont continué et ils ont tout de suite réagi en transformant les avions en parties cargo. Ils ont lancé les charters et ils ont vraiment réussi à mettre en place un système optimiste positif qui fait qu'aujourd'hui, ils sont à entre 60-70% et 100% de remplissage avec quand même les avions, les A350 qui prennent quand même 313 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai marché quelque part, mais c'est souvent ethnique et aussi loisir avec les dernières destinations ouvertes en Afrique comme la Tanzanie. Oui. Juste pour les États-Unis et canadiennes, donc on a une compagnie qui s'est joint sur le chapitre 11, donc Hawaiian Airlines, qui malheureusement a dû annuler tous leurs contrats. Et WestJet, Canada, c'est très compliqué, c'est totalement fermé. Donc, du coup, ils attendent avec impatience de l'ouverture des frontières. Compagnie mexicaine, aussi une petite augmentation, mais en global, il y a une sorte d'optimisme et de détermination chez les compagnies en général, mais c'est surtout en Europe où ça se complique un peu aussi. Et ce qui n'a pas aidé, c'est l'augmentation de la redevance qui vient d'être lancée par ADP qui fait que c'est difficile. Hein. Okay. Et juste en quelques mots, Brindis, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment vous avez passé cette crise Covid à PG? Oui, c'est-à-dire que nous avons eu, évidemment, nous avons dû confiner tout le monde et changer totalement la façon qu'on travaille, ce qui fait que les commerciaux sont en chômage partiel ou en télétravail. Par contre, notre call center et comptoir, ils n'ont jamais travaillé autant et on a vu une augmentation au niveau des statistiques pour les compagnies donc, qui appellent parce qu'on a des contrats aussi uniquement autant que call center. Et ça a augmenté jusqu'à plus 80% au niveau des appels et mails, qui fait qu'ils n'ont jamais travaillé autant que maintenant. Hein. Par exemple, juste pour une des compagnies, en mai, on avait 900 appels. C'était en juillet, on est monté à 9500 par mois. C'est juste pour vous donner une idée de l'importance. Et au comptoir, chez nous, qui est ouvert tous les jours, avec des restrictions de personnes à la fois et tout ça, on reçoit jusqu'à 1400 personnes par mois. Donc, une grande souplesse pour s'adapter en fait. Il faut bien, voilà, on fait tout ce qu'il faut. Vous avez été agile. Merci beaucoup, Brindis. Merci. Alors, je vois qu'il y a des questions qui nous demandent si on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est évidemment, bien sûr, la PST, les assurances, mais c'est aussi les signes du marché. Donc, on va demander à Bertrand Pouet d'Amadeus de prendre la parole, de se présenter, de présenter Amadeus s'il le faut, et surtout de nous dire effectivement de son côté aussi, vu de la fenêtre d'Amadeus, comment se passe le marché, quels sont les signaux et qu'est-ce qu'il peut nous dire effectivement de la situation. Merci. Très bien, vous m'entendez correctement? Oui, parfait. Très bien. Bonjour à tous, bonne année à tous. Je crois qu'on était tous contents de quitter 2020, en espérant, comme tu l'as dit Jean-Pierre, de trouver une année 2021 plus clémente. Donc je vais vous donner quelques tendances macroéconomiques pour démarrer et internationales, et puis après on ira plus dans le vif du sujet sur la France plus précisément. Donc bien évidemment, ce qui dirige aujourd'hui, je dirais, la plupart des
données que l'on peut collecter, c'est clairement les restrictions internationales qui favorisent, si on peut parler de favoriser, hein, bien évidemment, les voyages nationaux et régionaux. Donc, au cours de 2020, ce qu'on a pu observer, c'est que les secteurs les plus résilients, dans un premier temps, ça a été la location de voitures, avec une augmentation, on va dire, si on regarde les aspects positifs, une augmentation de la durée moyenne de réservation de 17% en 2020 par rapport à 2019. Mais depuis l'été, c'est l'hôtellerie qui a repris, on va dire, le devant en termes de secteur le plus résilient. L'aérien restant bien évidemment plus sinistré, je crois qu'on en a parlé clairement juste avant, et restant un petit peu derrière. Donc globalement, si on parle de données concrètes et chiffrées, si on revient sur les dernières données véritablement consolidées, vérifiables, on va dire c'est des données d'octobre-novembre. Donc si on parle des données d'octobre, puisque novembre on a connu à nouveau le confinement, les capacités de siège pour les vols nationaux versus les vols internationaux montraient en effet que le national représente grosso modo 3/4 à peu près des capacités de siège en jeu, et que en termes de capacité de siège, malheureusement en Europe, on est derrière les données globales mondiales. Pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, on était autour d'une capacité de siège de 26% pour une donnée mondiale qui tournait autour de 52%. Avec des grosses disparités, puisque par exemple en Asie-Pacifique, ça pouvait monter jusqu'à 65%, mais bien évidemment, on n'est pas dans la même phase, je dirais, d'activité par rapport et d'expansion par rapport au Covid. En taux de remplissage, en revanche, ce qui est intéressant côté aérien, c'est que on est à peu près en Europe en ligne avec les données mondiales. La moyenne mondiale est autour de 60%, l'Europe se trouve à 55%. Et là, on a encore plus de disparités, on va dire, puisqu'on arrive par exemple avec des marchés comme l'Amérique du Sud à 72%, alors que l'Afrique, on va tourner autour de 48%. Voilà. Donc, pas mal de disparités, mais ce qu'il faut retenir, en taux de remplissage, on est en Europe à peu près dans la moyenne mondiale, avec un taux de remplissage qui tourne entre 55 et 60%, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une petite vue un petit peu globale. Maintenant, si on entre dans des données plutôt françaises, donc merci Corinne d'avoir partagé ces données. Non, tu peux rester Corinne, excuse-moi, sur la photo précédente. Donc là, ça donne une vue globale des principales destinations au départ de la France en décembre, donc pour le mois de décembre, ce qui a été concrètement réservé. Donc, pas de surprise, ça rejoint ce que tu disais, Jean-Pierre, à savoir, première chose, la métropole, bien évidemment. Deuxième chose, deuxième axe, on va dire, ou deuxième destination préférée, l'Afrique du Nord, avec le Maroc et la Tunisie en grande partie. L'Europe du Sud également, l'Espagne et le Portugal. Sans oublier, bien évidemment, quand je parlais de la France, des Outre-mer, avec la Guadeloupe et la Martinique qui sont bien positionnés. Après, on a dans le classement, on a quelques données un petit peu plus hétérogènes avec les Émirats arabes unis et le Sénégal. Mais globalement, le message, c'est de dire, ça illustre bien le fait qu'on reste très largement sur du voyage national, en incluant les Outre-mer, bien évidemment, et également régional élargi, je dirais. Donc, Europe du Sud et Afrique du Nord. Voilà. La deuxième image que je voulais vous partager aujourd'hui, Corinne, si tu peux avancer, voilà, parfait. La première partie donc, que je vous ai présentée, c'était plutôt les réservations, donc quelque chose de concret. La deuxième partie, un peu moins concrète, mais qui à mon sens est très révélatrice des aspirations des gens à voyager, c'est le nombre de recherches effectuées, qui ne se traduisent pas nécessairement malheureusement par des réservations, pour plein de raisons, à cause des restrictions que l'on est en train de subir et qui malheureusement évoluent de semaine en semaine et qui ne favorisent pas, je dirais, l'anticipation d'un voyage. Mais les recherches aériennes donnent cette information de quelle est l'aspiration des voyageurs à retrouver le voyage. Je crois qu'il a été clairement dit par plusieurs intervenants le fait que oui, il y avait une réelle aspiration, que l'on avait vu ça l'été dernier, que l'on a commencé à voir ça en décembre, que malheureusement, avec ce qui nous arrive en janvier, on risque d'avoir un phénomène soit de plateau dans le meilleur des cas, soit de décroissance. Mais la réalité, c'est la suivante. Donc, si vous regardez ce graphique, bien évidemment, premier confinement, moins 74%.
Ça a été, là, une déconvenue pour tout le monde. L'été, on est remonté à une moyenne à peu près autour de 50%. En octobre-novembre, on subit le deuxième confinement, donc on redescend, mais il semble y avoir quand même une embellie sur décembre. Embellie qui, alors ça, je peux pas vous les donner là, mais moi j'ai quelques données à la maison qui me permettent de dire que au moins début janvier, on a vu un peu la même embellie se traduire. Malheureusement, avec ce qui arrive aujourd'hui, comme le disait Jean-Pierre et Valérie, on prend au jour le jour en effet ce qui nous arrive et on va voir ce que ça va donner au cours des 15 jours à venir. Voilà. Donc, ça, c'était les données chiffrées. Autour de l'hôtellerie aussi, très rapidement, quelques chiffres. En termes d'hôtels ouverts et disponibles, on est à peu près dans la moyenne européenne avec 79% d'hôtels ouverts sur janvier 2021. En termes de taux d'occupation, en décembre 2020, on avait des résultats qui malheureusement étaient un petit peu derrière la moyenne européenne et derrière certains pays, surtout comme la Suisse et l'Espagne. On a la chance, avec le premier trimestre 2021, de se retrouver avec une relative embellie et de se retrouver environ avec 7,3% en janvier de taux d'occupation, ce qui est en ligne avec la moyenne européenne, mais ce qui nous positionne devant la Belgique, l'Espagne et le Portugal, qui au mois de décembre étaient devant nous. Donc, je dirais quelques données chiffrées. Maintenant, je vais essayer de faire très rapidement parce que je pense qu'il faut rattraper un petit peu de temps. Ça, c'était les données chiffrées. Qu'est-ce que ça nous indique en termes de tendance et de reflet en fait de plusieurs changements dans l'approche du voyage qu'on est en train de voir? Premier changement, pour le voyage d'affaires, c'est un voyage plutôt nomade. Qu'est-ce que ça signifie nomade? En effet, on a des employeurs et des employés qui acceptent de travailler à distance. Donc, beaucoup moins de pointe-à-point prévisibles à l'avance et voire même des abonnements. Beaucoup plus dans le réactif et avec des destinations et surtout des origines changeantes. Pour le tourisme, c'est vraiment penser le voyage en grand. Je crois qu'il a été dit précédemment et très bien dit que moins de voyages, mais très certainement, et ça se reflète également sur les recherches, les gens vont chercher dans le tourisme à faire un voyage qu'ils se sont promis de faire plus longtemps et vraiment ne pas compter pour ce voyage-là. Donc ça, c'est pour les voyageurs, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, acteurs du monde du voyage? Je dirais trois grandes tendances, je dirais. Globalement, les trois tendances sont sous le même signe. C'est nous allons tous travailler dans un mode, je dirais, concierge, avec un devoir de conseil accru. C'est valable pour les agents de voyage, mais c'est valable aussi pour les compagnies aériennes, pour l'hôtellerie, et même pour nous qui facilitons, je dirais, le métier entre les différents acteurs, ça va être notre rôle. Donc, qu'est-ce que ça signifie en termes de tendance? Il y a un changement de fidélité. Et peut-être même, j'irai plus loin, je dirais, moi, mon espérance, c'est qu'il y ait une vraie recherche de fidélité de la part des voyageurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous attendre, et c'est déjà le cas aujourd'hui, ça va se traduire encore demain avec des nouvelles attentes, un meilleur service client recherché par tous. Le deuxième axe, c'est comment la technologie peut aider à sortir de cette crise du Covid. C'est ce que personnellement j'appelle la Covid techno. D'accord? C'est comment la technologie peut aider à faire un voyage de bout en bout sans contact. Le troisième aspect, c'est vraiment repenser le voyage. Donc, à la fois, d'un point de vue agence de voyage, un agent de voyage va vraiment devenir un compagnon du voyage qu'on embarque dans sa valise et qui est avec nous, parce qu'en période de perturbation et d'incertitude, et ça va encore durer un certain temps, on a parlé tout à l'heure de 6 mois, ça va peut-être être 6 mois à 9 mois où il va y avoir des incertitudes et perturbations autour du voyage, on va tous souhaiter avoir notre agent de voyage, non seulement qui nous aide avant de préparer notre voyage, mais aussi pendant notre voyage, d'être joignable et de l'avoir avec nous et qui nous aide en cas de perturbation à résoudre les problèmes auxquels on aurait à faire face. Le deuxième aspect de repenser le voyage, pour moi, c'est ce que j'appellerais affaire 2.0. On en parlait tout à l'heure et j'ai écouté également avec grande attention Sébastien Bazin ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je ne vais pas dire Europe numéro 1 parce que les gens après vont croire que je suis d'un autre âge. Donc sur Europe 1, qui nous disait très clairement, et j'ai vraiment apprécié son allocution sur le sujet, c'est comment repenser notre métier. En tant qu'hôtelier, par exemple, Sébastien mentionnait que Accor repensait comment créer des atmosphères, je dirais, collaboratives, où un employé qui n'est peut-être pas un voyageur longue distance, mais peut-être quelqu'un du quartier, va pouvoir utiliser un package auquel Accor va lui donner accès, avec du Wi-Fi, avec une salle de réunion,
avec un service de restauration. Et ça, c'est vraiment repenser l'hôtellerie ou le voyage d'affaires 2.0. Et on voit un peu la même tendance avec des agences de voyage en Scandinavie qui développent le même type de service, à savoir pas seulement aider à faire de la réservation de voyage, mais également aider à réorganiser intégralement des réunions en proposant le voyage à peut-être un tiers des participants et en proposant par contre des services de vidéoconférence et même de salles de réunion pour les 2 tiers restants. Voilà. Donc, se réinventer, je dirais, c'est vraiment le message pour demain. Et c'est pas simple, mais je pense que c'est la seule solution pour nous tous pour qu'on s'en sorte par le haut. Voilà. Et j'arrête là pour essayer de récupérer un peu de temps. Oui, merci Bertrand. Tu nous as projeté dans l'avenir, c'est très bien. Dans l'avenir immédiat des agents de voyage, il y a NDC. NDC, aujourd'hui, ça risque d'être un coût pour les distributeurs, alors que c'était une source de profit. Est-ce que tu peux nous dire où en est Amadeus et où en est Amadeus dans ses relations avec les compagnies aériennes? Et si possible, en peu de temps, tu nous fais une synthèse de manière à ce que nous essayons de tenir notre délai d'1h30. Tout à fait. Donc, j'avais 3 sujets en effet en liste, mais on peut en effet démarrer par NDC, donc que nous on appelle NDC chez nous. Donc, comme Stéphane vous l'avez présenté, je pense que c'était, si je me souviens bien, en septembre, pendant l'événement face à face de l'EDB. Nous, notre stratégie chez Amadeus reste et restera d'offrir la technologie NDC aux agents de voyage, je dirais de manière alors, gratuitement, c'était l'idée, hein, et ça reste l'idée d'avoir un modèle, ce qu'on appelle provider pay, donc c'est Pardon? Gratuit ou pas? Excuse-moi, j'ai pas compris ta question, Jean-Pierre. Je comprends que tu ne la comprennes pas. Ce sera gratuit ou non? Alors, d'un point de vue Amadeus, c'est gratuit. Ce qui a été négocié, ce qui est négocié avec les airlines, les compagnies aériennes, pardon, c'est le fait que leur contenu via Amadeus est offert et fourni via nos produits standards, hein, Selling Platform Connect, etc., gratuitement aux agents de voyage. En effet, ce qui a fait beaucoup parler en septembre, c'est l'annonce conjointe de l'accord Air France Amadeus avec la mention en effet d'une surcharge. Il faut savoir que ce que Amadeus a négocié avec Air France, nous étions en effet 2, hein, mais ça a été vraiment le souhait, je pense, conjoint, c'est de dire la technologie Amadeus est fournie gratuitement aux agents de voyage via nos produits standards et que en revanche on a réussi à négocier avec Air France et on souhaite s'y tenir avec l'ensemble des compagnies aériennes qui, si elles décident d'appliquer en revanche une surcharge, nous battrons, et c'est ce que nous avons fait avec Air France et nous battrons avec les autres compagnies aériennes pour nous assurer que dans le pire des cas, s'il y avait une surcharge, cette surcharge soit capée. Et ça, c'est très important, c'est de dire, nous ne souhaitons pas, nous travaillons avec les agents de voyage depuis des années, nous ne souhaitons pas que les agents de voyage soient d'une manière ou d'une autre punis, quelque part, par NDC. Donc, nous, encore une fois, de notre côté, nos outils seront fournis gratuitement. Si surcharge il y a, à négocier en effet avec les différentes compagnies aériennes, mais nous, l'objectif, bien évidemment, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y a, en effet, nous nous battons pour que, comme pour Air France, on ait un système de capping, je dirais, qui permette aux agents de voyage d'être sereins sur le sujet. Alors Bertrand, on te remercie beaucoup pour ces informations qui nous paraissent, même si l'actualité était compliquée, et c'est vrai qu'on a prévu de parler d'NDC depuis un moment, donc c'est maintenant qu'on l'a fait. Malgré tout, il faut bien parler des choses qui vont servir après. Maintenant, on va se focaliser, si vous voulez bien, sur, on va dire, les 2 piliers de notre activité. Et pour être immatriculé et exercer, il nous faut une assurance RCP et il nous faut une garantie financière. On va donner la parole à Boris Rabenberg, qui est donc le président de Présence Assistance Tourisme et qui va nous parler des assurances. Je crois que tu as une question à poser à Boris. Bonjour Boris, la première question. Première question.
responsabilité civile. Notre secteur est en grande difficulté depuis un an. Les assureurs responsabilité civile trouvent cette occasion soit pour résilier les contrats, soit pour augmenter les tarifs. En tant que courtier, qu'est-ce que tu en dis, qu'est-ce que tu en penses et comment tu réagis? Comme d'habitude, les assurances, c'est bien de préciser que je suis courtier et non pas assureur, hein, parce que les gens m'appellent l'assureur. Je suis un courtier d'assurance comme vous êtes des courtiers de voyage. On est bien d'accord. Donc, oui, courage Plion. Les compagnies d'assurance estiment que leur risque est gravement aggravé par la situation. Il y en a qui disent on n'a pas de chiffres, on n'aura pas de réclamation. Au contraire, il y a de réclamation, peut-être plus. En tous les cas, je peux vous dire que c'est absolument dramatique ce que l'on vit aujourd'hui. Si on est rentré dans l'art gravement, ça nous a coûté un petit peu d'argent avec quelques avocats pour imposer à quelques compagnies de rester dans le circuit. Je pense que nous avons été les seuls à le faire, mais tant mieux, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez une compagnie que vous connaissez tous qui s'appelle Allianz, qui a non seulement refusé de baisser ses cotisations 2020, mais qui a même augmenté ses cotisations 2021 en disant moi maintenant, à partir du 1er janvier 2021, ma prime minimum est à 2 000 €. Allez vous faire voir et c'est comme ça circuler. Voilà. Après, il y a une autre compagnie qui s'appelle ISCOP, que vous connaissez aussi, qui beaucoup sont assurés chez nous. Ils sont arrivés sur le marché il y a une dizaine d'années. Ils sont venus avec des prix à tout casser pour rafler le marché, en particulier à l'époque, c'était Generali. Ils l'ont pris, effectivement. Et puis aujourd'hui, ils disent 30 millions, au-dessus de 30 millions de volume d'affaires, on ne prend plus aucune agence, allez vous faire voir. Il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est débrouillé, hein. Il y en a qu'on a pu gagner, il y en a qu'on a pu déplacer, il y en a mais les réductions, nous, on a obtenu en 2020 le seul qui a joué le jeu, finalement, c'est quand même les Scots. Et en 2020, on a obtenu de leur part qu'ils fassent des réductions substantielles sur les primes d'assurance et qu'ils les poursuivent en 2021. Tous ceux qui sont chez eux ont dû l'avoir. J'ai reçu les foudres de mes confrères parce que, évidemment, quand on baisse les primes, on baisse nos commissions. Mais bon, ça faisait partie quand même de la règle du jeu pour continuer à vivre avec vous. Nous, on a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, non, ISCOP ne refuse pas les nouveaux clients. Ça, c'est absolument faux. Donc, ne raconteront pas n'importe quoi. OK? Donc, s'il y en a qui sont refusés, ils n'ont qu'à m'appeler et ils trouveront des garanties. Aujourd'hui, on trouve des garanties pour tout le monde, même pour les gens qui ont au-dessus de 30 millions. Mais il y a un coût, il y a un vrai coût aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. C'est très simple. Alors, Boris, sur l'RC, on a vu un peu... L'RC, c'est simple. Voilà. Sur les assurances voyage, qu'est-ce que le Covid est venu modifier sur les assurances voyage et comment Présence s'est adapté ou a fait évoluer éventuellement, et j'espère, son offre? Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? Nous, depuis le 1er avril 2020, hein, on parle d'avril 2020, c'est pas un poisson, on a mis en place des garanties Covid. On a obtenu à l'époque, parce que c'était tout frais, personne ne pensait que ça durerait, on a obtenu de nos 3 compagnies avec lesquelles on travaille principalement, on a obtenu la levée de l'exclusion pandémie, épidémie. Moi, je n'ai pas voulu qu'on l'appelle Covid-19, parce que je connais les assureurs, et au bout de Covid-19, en 2020, ils auraient dit on ne fait plus parce que c'est ce qu'on a fait en 2020. Nous, on a obtenu la levée épidémie-pandémie. On l'a obtenu pour nous, mais d'autres, mes confrères et mes concurrents, pardon, j'ai beaucoup de mal à les appeler confrères, mes concurrents ont eu la même chose, bien évidemment. Voilà. Oui, ça fait rire, je suis fier. Il n'y en a pas un qui vous a appelé pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour que la notion de courtier d'assurance voyage rentre dans les avantages que vous pouvez recevoir, ou presque on peut. Bravo, encore merci, je le dis publiquement. Si on arrivera à vivre, c'est certainement grâce aux EDV pour ce que vous avez fait auprès des instances pour nous, et que maintenant la notion de courtier d'assurance voyage existe, alors qu'on n'avait plus rien. Et nous, si vous ne vendez pas, on ne vend pas. Donc, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Hein? Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons obtenu cette levée des exclusions épidémie, pandémie, pas pour tout, pas pour n'importe quoi, hein, mais dans la mesure où ça arrive à votre client, c'est garanti. Ce qu'il ne faut pas confondre,
c'est le travel ban, ce qu'on appelle. Ça veut dire que si la destination est fermée et que le client ne peut pas partir, vous ne pouvez pas le faire partir. C'est de votre responsabilité et pas de l'assurance. Voilà les grandes lignes. Aujourd'hui, le cas qui se présente aujourd'hui est encore un truc de merde, excusez-moi de l'expression, mais on se retrouve avec cette septaine où les gens qui ne veulent pas rentrer, qui ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas avoir ces 7 jours au retour, ce n'est pas garanti et ça ne le sera pas. OK? Donc, enfin, en tous les cas, pas chez nous, voilà. OK. Merci Boris. Je voyais une question s'afficher et j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais on peut peut-être y réfléchir ensemble. La question c'était, est-ce que l'assurance, par exemple, sera prise en charge, le coût de l'assurance, dans l'histoire des charges fixes? Alors, il n'y a pas de contrepartie de recettes dessus. On pourrait imaginer, pourquoi pas, de tenter le coup. Donc, alors, aujourd'hui, il y a aussi les remboursements d'assurance sur les voyages qui ne sont pas faits. Aujourd'hui, c'est une grande bagarre avec les compagnies aussi. Ce qu'elles nous ont donné au départ, elles ne le donnent plus aujourd'hui parce que la situation est dure. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On a affaire à des compagnies qui sont devenues psychorigides. La situation ne leur plaît pas, c'est des risques énormes pour elles, le pensent-elles, à tort ou à raison. Je pense qu'elles n'ont pas tout à fait tort, mais pas aussi grave qu'elles le pensent. De toute façon, c'est pas aujourd'hui que je pleurais sur des compagnies d'assurance, croyez-moi. Donc, c'est très clair. Vous non plus, non, mais ça tombe très bien. Et puis, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, il faut savoir que le remboursement la position des compagnies d'assurance est qui est logique et qui est sur le plan du code des assurances, on ne peut pas leur reprocher, même si commercialement, c'est pas tout à fait vivable, c'est qu'une garantie qui a été prise, à partir du moment où le client l'a souscrit, la garantie a été mise en jeu. Donc, on ne peut pas rembourser puisque la garantie a pris effet. Hein? Vous ne demandez pas à votre agent, à votre courtier d'assurance de vous rembourser votre assurance voiture parce que vous n'avez pas eu d'accident dans l'année. C'est exactement pareil. Donc, on arrive à moduler certaines choses, mais pas tout. Voilà. Merci beaucoup, Boris. Voilà. Je pense que tu as beaucoup de soutien, parce qu'on a vu un peu les messages Ah oui. affichés. J'ai pas vu, mais tant mieux. Mais je te le Ah, dis. tu as même des groupies. Oui. Tu es, je crois, à la disposition de tous les Oui, acteurs. mais ils le savent. Ceux qui sont chez Présence savent qu'on est à leur disposition autant qu'on peut le faire. C'est très compliqué pour tout le monde en ce moment. Et ceux qui n'y sont pas, vous savez où nous joindre. Et on fera. Et même si vous n'êtes pas assuré chez nous, si vous êtes membre des EDV, que vous avez besoin d'une information, vous venez, vous m'appelez, vous aurez votre information. Merci beaucoup, Boris. Merci. Donc maintenant, nous allons accueillir Alix Philippon, présidente de la PST, qui va ouvrir son micro et qu'on va pouvoir accueillir. On est ravis de lui donner la parole. Jean-Pierre, je te laisse. Bonjour Alix, je te remercie d'avoir accepté ce débat et je sais qu'il est très attendu par un nombre de personnes qui participent à cette vision. Peut-être quelques mots d'introduction pour commencer. Merci, bonjour à tous. Bonne année et nous espérons tous qu'elle sera meilleure que l'année précédente. Nous l'espérons en tout cas. Oui, je voudrais faire une petite introduction en rappelant quand même quelques faits. Comme vous le savez, la PST traverse une période très difficile. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça tient essentiellement à 2 faits, bien sûr. D'une part, le sinistre de Thomas Cook et d'autre part, la crise du Covid-19 et ses conséquences. Je vais faire un petit rappel sur Thomas Cook. Bon, je tiens quand même à vous dire que grâce aux décisions que prennent rapidement l'ensemble du bureau et le conseil d'administration, nous avons évité quand même l'année dernière à de nombreux TO de grandes difficultés de trésorerie. Il faut savoir qu'on a rapatrié dans l'urgence 11 000 clients dès le sinistre Thomas Cook, et ce, bien évidemment, en essayant de préserver l'image de la profession, puisqu'à l'époque, aucun média ne s'est targué dans la presse de dire que c'était le chantier, etc. On a préservé l'image de la profession. Nous avons également rapatrié plus de 30 000 clients. Bon, bien évidemment, nous l'avons fait jusqu'à ce que le premier confinement arrive. S'il n'y avait pas eu le premier confinement, nous aurions pu rapatrier plus de 30 000 clients puisqu'il était prévu de continuer à faire partir en service tout ce que nous pouvons faire partir en service. Il faut savoir également que la PST avait quand même constitué un fonds de réserve depuis un moment, puisqu'entre
Le fonds de garantie entre 2016 et 2018 avait progressé de 16,8 millions. Sachez également qu'au 30 juin 2019, donc avant la défaillance de Thomas Cook, le fonds de garantie de la PST était de 28 millions, donc pas à zéro. Par ailleurs, la PST est propriétaire d'un ensemble immobilier au 15 avenue Carnot, comme tout le monde le sait. On détient cet immeuble à 95%. Et bien évidemment, la vente de l'immeuble ainsi que la trésorerie que nous avions à l'époque permet de solder le sinistre Thomas Cook. Voilà, je suis clair sur ce sujet. Bien évidemment, le sinistre Thomas Cook a eu pour conséquence de bouleverser nos comptes, puisqu'à la fin de l'année 2019, nous avions bien évidemment des fonds propres négatifs et nous ne répondions donc plus aux normes prudentielles. Dès le mois d'octobre, nous avons essayé de prendre des dispositions et nous savions déjà qu'il nous manquerait environ 15 millions pour pouvoir continuer à rembourser les clients de Thomas Cook in fine à la fin. À l'époque, nous avions deux options. Soit essayer de contracter un prêt auprès d'une banque en mettant notre immeuble en garantie, soit, deuxième option, essayer de demander un prêt à l'État. Bon, je pense que tout le monde le sait aussi bien que moi, on ne prête qu'aux riches. Et quand on a des fonds propres négatifs, on n'arrive pas à obtenir de crédit. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, tout le monde le sait. On a passé plusieurs mois à préparer des dossiers. Effectivement, ça n'a pas donné suite. Nous avons également à l'époque envisagé de créer un fonds qui serait abondé par le consommateur pour rembourser les emprunts que nous pourrions souscrire. Mais là également, nous n'avons pas eu de réponse. Ensuite, bien, est arrivée, comme tout le monde le sait, la crise du Covid-19. Là, effectivement, nous n'y sommes pour rien. Dès le mois de mars, en concertation avec la DGE, nous avons initié un certain nombre d'audits. Le principal audit a été mené par le cabinet Deloitte et a porté sur le fait d'essayer de savoir quel pourrait être le nombre de défaillances, enfin le montant des défaillances liées à la crise du Covid-19. Le cabinet Deloitte, après avoir travaillé sur tous les éléments qu'on a pu lui transmettre, on a déduit que les défaillances pourraient se situer entre 44 millions et 134 millions d'euros. Vous allez me dire, ce sont des montants importants, mais ce sont également des statistiques faites par des actuaires, mais c'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés, entre 44 et 134 millions d'euros. Nous avons par la suite constitué un comité des risques qui s'est réuni une dizaine de fois depuis le début de l'année, enfin depuis la fin de l'année, pardonnez-moi, et qui étudie l'ensemble des grands risques qu'a la PST, les gros comptes, comme on pourrait dire. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le Covid et les événements. Un dernier point que je tiens à souligner. La PST représente environ 70% de la profession. Tous les élus sont bénévoles, les délégués régionaux, les membres du bureau, les membres du conseil d'administration. Je suis moi-même une présidente bénévole et non rémunérée, donc je ne vois pas, comme certains ont pu le suggérer, comment je pourrais baisser mon salaire. Très bien. Ça c'est dit, Alix. Avant de passer aux questions que l'on a répertoriées, je voudrais répondre à une des questions qui vient d'être posée, c'est faut-il déposer le bilan pour solliciter la garantie financière? La réponse est oui. Il faut avoir fait une déclaration de cessation de paiement pour pouvoir faire jouer la garantie financière. Ça ne peut pas intervenir au bénéfice du client. Et elle n'est bien évidemment qu'au bénéfice du client final. Merci pour cette présentation. D'ailleurs, c'est souligné par plusieurs participants. On va maintenant venir avec Valérie à un certain nombre de questions. Qu'on a reçues préalablement. Oui, absolument. Et je te propose que nous parlions d'abord des cotisations de l'année passée, des cotisations de 2020. Ont-elles été majorées de 30%, comme on l'a lu à plusieurs reprises, pour faire face au sinistre Thomas Cook? Oui, je ne vais pas vous dire l'inverse. Au moment de la défaillance de Thomas Cook, la PST avait besoin de trésorerie pour pouvoir rapatrier les clients et pour pouvoir ensuite les faire partir en service. Les cotisations 2020 ont effectivement été majorées de 30%, et ce, suite à un vote du conseil d'administration du 6 novembre 2019. Ces cotisations étaient appelées fin novembre, début décembre de l'année dernière.
Alors, je voudrais quand même préciser 2 points sur le montant des cotisations. D'une part, je précise que le montant minimum de la cotisation, qui était fixé à 2 158 € l'année dernière, concerne 50% de nos adhérents agents de voyage. Donc 50% paient 2 158 €. Ensuite, je pense que tout le monde l'a oublié, les cotisations avaient baissé chaque année depuis 2015. La cotisation était de 2 500, puis de 2 100, puis de 1 900, puis de 1 780 et 1 600 en 2019. Donc, la cotisation minimum avait baissé de 900 € en 4 ans, soit 36%. En fixant le montant minimum de cotisation à 2 158 € en 2020, nous revenions en fait à la cotisation de 2016. Je pense que tout le monde l'a oublié, je tiens à le souligner. Très bien, c'est clair. Alors maintenant, on va parler des cotisations de 2021. C'est celles qui construisent notre avenir. Est-ce qu'elles seront indexées sur le volume d'affaires ou le chiffre d'affaires 2020 des agences de voyage? Alors, la décision pour les cotisations 2021 n'est pas définitive. Les pouvoirs publics nous ont demandé de bien vouloir retravailler le montant des cotisations, notamment pour les grands comptes, en tenant compte notamment des risques et en procédant à une tarification la plus juste possible. C'est exactement ce qui m'a été écrit. Nous devons en discuter avec la DGE et avec la DG Trésor. Le montant des cotisations sera ensuite validé par le conseil d'administration. Il est vraisemblable que nous tiendrons compte de différentes choses. D'une part, le volume d'affaires de 2020, qui bien évidemment, et je le sais tout comme vous, est parfois égal à 0 ou à moins 80% de l'année précédente. Il faut également tenir compte des avoirs émis, parce que depuis l'ordonnance du 25 mars, nous avons tous émis des avoirs et l'APST garantit ces avoirs. Donc, il faudra que nous en tenions compte. Donc, nous demanderons aux adhérents une attestation de leur expert comptable sur le montant des avoirs et des engagements émis l'année dernière. Est-ce qu'on pourra étaler le paiement de ces cotisations? Écoutez, de facto, le paiement, il est déjà étalé puisque nous allons appeler en janvier uniquement un acompte de 30%. Donc, de facto, le paiement est déjà étalé. Merci. On a eu une question d'une agence de voyage. Je travaille uniquement en B2B, sans relation avec le client final, à garantir. Pourquoi ma cotisation est-elle aussi élevée? Alors, je vais vous répondre que si vous travaillez en B2B, vous payez la cotisation minimum qui était de 2 158 € en 2020, soit environ à 180 € par mois, et peut-être moins cher ailleurs, à vous de me le dire. Donc, c'est clair. Alex, une autre question d'un adhérent qui nous a envoyé sa question avant notre réunion. Les agences réceptives qui ne reçoivent plus d'étrangers vont-elles bénéficier d'une baisse de leur cotisation? Tout dépendra du volume d'affaires de 2020 et de l'attestation de l'expert comptable. Dans une majeure partie des cas, nous pouvons estimer que les réceptifs paieront la cotisation minimum en 2021. Pourquoi la cotisation, c'est une autre question, pourquoi la cotisation n'est-elle pas proportionnelle au risque que fait courir l'adhérent et non pas au volume d'affaires, en sachant qu'il y a des adhérents qui font courir des gros risques, Thomas Cook en a été un exemple, et d'autres qui ne font courir aucun risque à la PST. Alors, la cotisation est proportionnelle. La cotisation de la PST, elle est basée sur 2 choses. D'une part, une cotisation fixe et une cotisation variable. La cotisation fixe était de 700 € en 2020. Quant à la cotisation variable, elle tient compte du volume d'affaires. Un certain pourcentage est appliqué selon l'activité de l'agence. Donc, il y a effectivement un pourcentage pour la distribution qui est de 0,14%, un pourcentage pour la production de 0,18%, un pourcentage pour les divers. Bien évidemment, les vols secs ne sont pas taxés, entre guillemets. Donc, non, on ne peut pas dire que la cotisation n'est pas proportionnelle. Elle est proportionnelle. Oui. Alix, on voit s'inscrire quelques questions. En résumé, il n'y aura pas de baisse de cotisation. Ça, on peut le dire clairement. On l'a bien compris. Je ne pense pas qu'il y aura de baisse, non. D'accord. Ben, c'est clair, au moins c'est dit.
Ensuite, on a reçu une question, alors qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais qui intéresse peut-être certains d'entre vous qui avaient un projet d'ouverture d'autre chose. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour les nouveaux entrants dans notre secteur et est-ce que, effectivement, les demandes d'adhésion des nouvelles entreprises vont trouver une garantie financière? Dans l'immédiat, les pouvoirs publics nous ont demandé de suspendre l'adhésion de tout nouvel adhérent. Donc, dans l'immédiat, il n'y aura pas de nouvel adhérent. Bien évidemment, c'est un sujet très important que nous allons discuter avec les pouvoirs publics pour les prochains mois. Okay. Le sinistre Thomas Cook, en fin de compte, combien va-t-il ou combien a-t-il coûté à la PST? 42 millions. Je l'ai dit il y a plusieurs mois, je l'ai dit plusieurs fois, le montant est toujours à 42 millions. 42 millions qui seront payés avec la trésorerie que nous avions et la vente de l'immeuble. Okay. En 2020, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plus de sinistres qu'en 2019 ou, ou le même nombre de sinistres? Quelle a été la situation de 2020? En 2020, il y a eu 117 défaillances sur tout le secteur. Sur ces 117 défaillances, 29 entreprises étaient à la PST au jour de la défaillance. Sur ces 29 défaillances, 15 défaillances impactent le fonds de garantie. Il y a certaines défaillances qui n'impactent pas et qui ne coûtent rien. Le montant connu à ce jour est de 4 millions 100 et non pas de 12 millions comme j'ai pu le lire, ce qui est totalement inexact. Mais tous les dossiers ne sont pas encore forclos. Vous savez qu'il y a un délai de 3 mois. Nous sommes aujourd'hui à 4 millions 100. Nous irons peut-être à 5 millions, mais je ne vois pas que ça dépasserait beaucoup ces 5 millions. Alors, je voudrais préciser également, effectivement, qu'au cours de l'année 2020, il faut noter que sans défaillance, il y a quand même 130 entreprises qui ont cessé leur activité. Quelqu'un posait la question, enfin, relevé plutôt, signalé, il est honteux que Thomas Cook ait créé une agence en ligne. Je vous rappelle que ce n'est pas Thomas Cook qui a créé une agence en ligne. La marque de Thomas Cook a été rachetée par Fosun, je crois, le propriétaire du Club Med en même temps, un grand groupe chinois. Il a racheté la marque, comme récemment on a vu que NG Travel avait racheté la marque Jet-Tour. Et avec cette marque, il fait une agence en ligne. Mais ça n'a rien à voir avec l'équipe antérieure de Thomas Cook. Revenons à la PST directement. Penses-tu, Alix, que le Covid, la problématique des avoirs, va fragiliser, 16h à 17h. accentuer la fragilisation de la PST? Bon, bien sûr, ça va fragiliser la PST, mais ça va fragiliser tous les garants financiers et pas uniquement la PST. C'est la raison pour laquelle, avec la DGE, avec le CIRI, nous allons travailler et nous allons effectivement essayer de nous aider également du mandataire ad hoc dans cette démarche. Alors pourquoi? On vient de parler d'un mandataire ad hoc. Un mandataire ad hoc, on ne sait pas nécessairement ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la PST a fait la demande d'un mandataire d'être placé sous mandat ad hoc et quelles seront les conséquences? Je vais déjà préciser que la nomination d'un mandataire ad hoc et la saisine du CIRI étaient dans le courrier que m'ont adressé les ministres le 6 janvier dernier, un préalable à toute aide éventuelle que l'État pourrait apporter à la PST. Je pense que ceci, c'est clair pour tout le monde, c'est un préalable. Maintenant, effectivement, l'engagement d'une procédure amiable et la saisine du CIRI, je pense que c'est une bonne chose. Il faut voir les choses de façon positive. Nous allons travailler ensemble pour essayer de bâtir un avenir et trouver des solutions pour la PST et bien évidemment pour tous ses adhérents. Je pense que je reste positive et je pense que nous devons tous rester positifs, même si la situation n'est pas évidente, je peux vous le dire tous les jours. Je te remercie, Alix. Il y a plusieurs questions qui font part de l'angoisse des adhérents de la PST en matière de contre-garantie. Je sais que le gouvernement a demandé à la PST de surveiller les contre-garanties et peut-être de les réviser. Je dois dire qu'il s'agit surtout, et je pense que tu me le confirmeras, Alix, des gros risques, des gros acteurs de la PST et qu'il ne s'agit pas des petites agences membres adhérentes à la PST. C'est effectivement ce qui m'a été précisé dans le courrier, revoir les contre-garanties, notamment pour les grands comptes.
Je te remercie, Alix, de cette transparence, de cette clarté, de la clarté de tes réponses. Et je pense que nous allons conclure cette visio par cela. On avait dit 1h30, et à 1h25 on est ensemble. Oui, tout à fait. Alors merci effectivement Alix. On sait qu'il y a une grande attente de tes adhérents et je pense que c'est bien que tu aies pu donner des éléments et j'imagine que vos services sont aussi à leur disposition s'ils ont des questions directes. J'en suis bien consciente et je suis à la disposition de tout le monde. Mon mail est toujours ouvert. J'essaie de répondre à tous les mails. Merci. Et de répondre à tous les appels également. C'est bien que ce soit dit. En ce qui nous concerne… En ce qui nous concerne, on va se battre. Oui. On va continuer à se battre, on va continuer à vous écouter, à partager avec vous, à exercer une pression extrêmement déterminée sur les pouvoirs publics. Notre secteur est en crise depuis maintenant 10 mois et nous n'avons aucune visibilité sur la sortie de crise. Nous avons vraiment besoin du soutien des pouvoirs publics, mais pour avoir le soutien des pouvoirs publics, nous avons aussi besoin de votre soutien. D'où la nécessité de parler ensemble, de tenir le même discours, de porter la même parole. Et la pression que nous exerçons au niveau national, il faut que vous, au niveau local, dans vos environnements, avec les politiques que vous connaissiez, vous portiez le même discours, le discours qui consiste à dire on est un secteur qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'aide, parce que nous sommes un des secteurs qui est le plus touché, le plus affecté par la crise. Et comme le disait Valérie tout à l'heure, contrairement au restaurant, le retour de l'activité ne se fera pas du jour au lendemain, il va prendre beaucoup de temps. Oui, alors juste pour terminer, l'évolution des aides, on vous en fait part au fur et à mesure, comme on le fait depuis le début. Donc on vous a annoncé des choses qu'on nous a dit et qui seront confirmées par des textes, on en est sûr, hein, la prolongation sur les mesures qu'on vous a données, on sait que c'est important. Dès qu'on a l'information, on vous la donne, Corinne et l'équipe communiquent avec vous. Il y a des visioconférences qui vont se faire en région. On a programmé déjà 3 dans les 10 jours qui viennent. Vous n'avez pas reçu d'invitation encore parce que ça va partir. Donc, c'est le moment avec les régions où vous, adhérents, vous pouvez nous poser des questions directement et où c'est plus facile d'avoir cet échange dans le pratico-pratique. Donc, il faut effectivement, pour certains qui étaient peut-être un peu impatients, s'adapter au niveau d'intervention. Au national, on fait aussi intervenir nos partenaires pour donner à voir un peu après. On vous donne les actions qu'on fait et on fait parler effectivement l'assureur et la garantie financière. Et en région, on est dans du travail. On remercie donc nos intervenants d'aujourd'hui, Brindis pour APG, René Marc Chicli pour le CETO, Boris pour Présence Assistance Tourisme et Bertrand Pouet pour Amadeus. Voilà, merci beaucoup, merci de votre patience et de votre soutien. Et on vous donne rendez-vous. Sachez que la PST se bat également pour tout le monde. On se bat ensemble, nous sommes solidaires de la PST sans aucune réserve. Prochain rendez-vous national. Le 23 février à 16h. Et en attendant, nous ne lâchons rien. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.